150 dernières années ont révolutionné nos manières de vivre. Révolution de la technologie, des voyages, de la communication, mais aussi de l'alimentation. Voici Faneuil Hall à Boston, une sorte de parc de loisirs uniquement consacré à l'alimentation. C'est un gigantesque temple de la nourriture où l'on trouve des produits venus des 4 coins du monde. Pourtant, il y a 150 ans, il n'y avait pas beaucoup de choix. Les gens mangeaient ce qu'ils trouvaient et l'offre était limitée. L'étendue du choix que nous connaissons depuis quelques années est sans doute l'innovation la plus importante dans le domaine de l'alimentation. Mais comment ne pas être perplexe devant une telle profusion de produits? Dans un monde où la plupart des aliments sont empaquetés, nous devons nous en remettre aux marques. Promouvoir les produits par des images qui vendent est devenu la tâche principale des industriels. Choisir parmi des centaines de produits similaires est devenu la tâche principale des consommateurs. Cet envahissement progressif des aliments industriels s'est fait au détriment des produits traditionnels auxquels nous étions habitués. Voici l'histoire de l'emballage et de la promotion de l'alimentation moderne. Il y a 150 ans, faire ses courses était simple. On achetait des produits régionaux et on connaissait les gens qui les vendaient. On allait chez le boucher pour y acheter du bœuf et chez l'épicier pour les produits frais. Le beurre venait de chez la fermière voisine. Additifs, conservateurs et emballages multicolores n'existaient pas. À Acton Scott, dans le nord de l'Angleterre, on retrace les activités d'un village de la moitié du 19e siècle. Ici, pas de nourriture industrielle ni manie de tout envelopper. Ces gens nous montrent comment vivaient nos ancêtres. Avec la révolution industrielle, les gens affluent vers les villes. Approvisionner ces populations grandissantes signifie que les denrées proviennent de multiples endroits. L'origine des produits alimentaires devient de plus en plus difficile à connaître. La révolution industrielle amène certes le progrès, mais beaucoup continuent à connaître la misère. Dans la plupart des agglomérations, la nourriture était rare et les approvisionnements mal organisés. La fraîcheur des denrées était souvent douteuse. Il y avait trop d'intermédiaires peu scrupuleux. Certains boulangers n'hésitaient pas à mélanger de la chaux à la farine du pain. On réutilisait le thé après l'avoir séché et mélangé à d'autres plus médiocres. La bière des pubs était coupée d'eau. Même les enfants n'échappaient pas à ces malversations. Hello. What would you like? Some of those, please. Certainly. On raconte même qu'un client s'aperçut que les bonbons à la menthe qu'il venait d'acheter contenaient du plâtre et de l'arsenic. Puisqu'on ne pouvait plus faire confiance à personne, on allait faire confiance à des étiquettes. Les premières marques allaient apparaître. Thank you. Thank you. Pleased to meet you. Good afternoon. How do you? Comme la plupart des villes du nord de l'Angleterre, Rochdale a une coopérative. Mais la clientèle y est surprenante. Ce ne sont pas les ménagères du quartier, mais des hommes d'affaires japonais.
et ils viennent de faire 12 000 km pour visiter ce lieu. Car c'est ici qu'apparaît au milieu du 19e siècle la première étiquette. L'histoire de Rochdale est si remarquable qu'on en fit même un film. But we want everyone to have home and better food than us. For everyone's children to have education and sunshine and health, we'd reckon to open a shop. En ouvrant des magasins, nous collectons de l'argent pour acheter nos propres usines, nos propres moulins, notre propre terre. Pense-y, un pays sans ouvriers affamés, sans enfants en esclavage dans les usines et les mines de charbon. Le film s'appelait Les gens de Rochdale et on y voyait des scènes somme toute très classiques pour l'époque. On y trouvait de nombreux acteurs qui deviendront célèbres en Angleterre. Le film allait marquer l'histoire du cinéma anglais. Le film raconte comment un groupe d'ouvriers s'associa pour ouvrir un magasin où on ne vendrait que des produits fermiers, garantis pour leur fraîcheur et leur qualité. En achetant directement aux producteurs, la coopérative pouvait être sûre de ses produits et les clients pouvaient acheter en toute confiance. De plus, les bénéfices étaient redistribués entre tous les membres de la coopérative. Les ouvriers se donnèrent le nom de Rochdale Equitable Pioneers Society. Leur magasin s'appelait des coopératives ou coop. Après beaucoup de réunions et de réflexions, ils décidèrent de ne vendre que 4 produits de base. Du beurre, du sucre, de la farine de blé et de la farine d'avoine. Ils décidèrent d'ouvrir le 21 décembre 1844, à 8 h du soir. Voici le premier gérant de la première coopérative. Il s'appelait Sam Ashworth. Il avait tout juste 19 ans, était très réservé. Il était difficile de lui tirer plus de 2 mots. La première de ces coopératives est devenue un véritable lieu de pèlerinage. Au Japon, le mouvement coopératif compte 15 millions de membres. Les Japonais ont même reconstruit à Kobe une réplique exacte de la première coopérative de Rochdale. Pour les coopératives japonaises, c'est d'ici que tout est parti. Alors quand nous venons ici, nous retrouvons le sens originel de ce que signifie le mouvement coopératif. Et nous retournons au Japon plein d'enthousiasme. Le mouvement prit de l'ampleur. La réputation de qualité des produits et de modicité des prix favorisa l'implantation de nombreux magasins. Le mot coop devint synonyme de confiance dans de nombreux pays. Sans le vouloir, les braves gens de Rochdale venaient de créer une marque internationale. Mais l'idée de vendre des produits différents sous la même marque nous vient d'Amérique. La progression du chemin de fer vers l'ouest ouvrait de nouveaux marchés et l'explosion démographique que connaissait le pays impliquait une régularité des approvisionnements en nourriture. Le marché potentiel était vaste et les industriels pouvaient compter sur les techniques nouvelles de production. À cette époque, celui dont le nom allait devenir le symbole de l'industrie alimentaire américaine n'était encore qu'un enfant. À 10 ans, Henry J. Heinz s'ennuyait. Au plus profond de sa Pennsylvanie natale, accroché au basque de sa mère, Henry rêvait beaucoup et il eut une vision. Sa mère n'avait sans doute pas toutes les qualités, mais son concombre au vinaigre était une pure merveille. Henry voulait que tout le monde le sache. Il se mit à produire des concombres en bocaux d'excellente qualité. Mais dans un marché en pleine expansion, il fallait travailler dur pour se faire remarquer. Il inscrivit son nom en gros sur ses bocaux, en vanta partout la qualité et alla même jusqu'à expliquer aux détaillants comment vendre ses produits. Bonjour, Monsieur Sanders, ça va bien aujourd'hui? Ça va bien.
Tant mieux. J'ai entendu dire que vous aviez de nouveaux produits Heinz. Oui, tout à fait. Nous venons juste de recevoir une livraison de Pittsburgh. Vous devriez essayer leur nouvelle conserve de mûre. Comme ça, vous n'aurez pas à en faire vous-même. Je vais en prendre une boîte. Ces étiquettes étaient très voyantes et attiraient l'œil. Ces produits se vendaient, son nom aussi. Yes. Just one jar? Yes, please. Okay, you must Vous devriez essayer les autres produits qu'on est en train de déballer. Oui, il faudra que je les essaye. Vous voulez que je marque ça sur votre compte? Oui, s'il vous plaît. Grâce au génie de son fondateur, la compagnie Heinz connut une croissance rapide. Elle produisait des aliments en bocaux et en conserve de plus en plus variés. Heinz ouvrait ses usines au public. Il leur faisait tout visiter pour qu'ils constatent la qualité des produits utilisés et surtout l'hygiène qui régnait partout. Il y avait même un service de manucure gratuit pour que tous les employés aient des ongles impeccables. Lorsqu'on achetait un produit Heinz, on achetait aussi le nom Heinz. Rapidement, la confiance qu'inspirait son nom lui permit de lancer toute une série de produits, dont les fameux haricots à la tomate, les beans. Son nom était partout. En bon industriel, il exploitait toutes les idées de nouveaux produits possibles et imaginables. Plus l'industrie se développait, plus il étendait sa gamme. La variété du choix était l'avenir. Mais pourquoi choisir le numéro 57? Uniquement parce qu'il lui plaisait. Cela n'avait aucune signification particulière. Ce n'était même pas le nombre de produits fabriqués sous sa marque. L'ampoule électrique était une toute nouvelle invention et Heinz l'utilisa pour faire édifier un énorme chiffre 57 au bout de la jetée d'Atlantic City. À chaque fois qu'une nouvelle technique de vente apparaissait, Heinz se fonçait dessus. Heinz 57, Heinz 57. You have meals to plan each day. You and Heinz can make them gay. Get together right away with Heinz 57. Comme les coopératives avant eux, les industriels découvraient que si les clients faisaient confiance à un nom, ils feraient aussi confiance à toute la gamme des produits qui porteraient ce nom. Cette constatation amena une profusion de nouveaux produits labellisés. Les ménagères étaient décontenancées. Tous les produits avaient sensiblement la même taille et la même forme. La seule différence, c'était l'étiquette. Il fallait donc les convaincre de choisir la bonne marque. Mais ce n'était pas seulement le choix du nom qui créait la confusion. Les produits eux-mêmes évoluaient. Ce furent les débuts de la margarine. Quand on pense à la margarine, on pense aussitôt à un remplacement plus sain du beurre. On pense au tournesol, au colza, au soja, etc. De nos jours, on produit 55 000 tonnes de margarine au tournesol en France, utilisant une partie non négligeable de 2 500 000 tonnes de graines de tournesol récoltées dans le pays. Mais les débuts de la margarine furent beaucoup plus artisanaux. Vers 1869, un pharmacien français, Hippolyte Maige-Moriès, remportait le concours lancé par Napoléon III. Celui-ci souhaitait disposer pour les équipages de la flotte d'un produit susceptible de remplacer le beurre. Il devait mieux se conserver et ne pas rancir. Maige-Moriès avait eu l'idée de barater de la graisse de vache avec du lait écrémé et a obtenu un produit blanc nacré qu'il appela margarine, du grec margaron, qui veut dire blanc de perle. Le brevet fut déposé le 15 juillet 1869. De Maige-Moriès à nos jours, les margarines sont passées du statut de produit de remplacement à celui de produit moderne. Ce sont de bons vecteurs d'éléments essentiels que notre organisme ne sait pas fabriquer, mais dont il ne sait se passer. Et hop! Dites, vous les faites à la margarine? Les crêpes comme toute ma cuisine, mademoiselle Louise? Goûtez-moi ça. Fameuses vos crêpes. Avec tous ces nouveaux noms et ces nouveaux produits disponibles, on allait rapidement voir apparaître dans l'épicerie le même mouvement que chez les industriels de l'alimentaire. Les épiciers voyaient bien que leurs clientes choisissaient de préférence des produits de marque. Faire confiance à un épicier pouvait vouloir dire faire confiance aux produits qui porteraient son nom. Les réseaux de distribution étaient en train de naître.
Le pionnier de cette idée fut Thomas Lipton. Il fut le premier à avoir l'idée d'ouvrir une chaîne d'épicerie. Il savait que si les gens faisaient confiance à ses magasins, il pourrait mettre son nom sur l'ensemble des produits qui y seraient en vente. Les premiers produits à marque voyaient le jour. Lipton eut tellement de succès qu'il reçut la récompense suprême en Angleterre. Il devenait fournisseur de la famille royale. Plus tard, il sera anobli par la reine Victoria, devenant Sir Thomas Lipton. Le nom de Lipton figurait sur tous ses magasins et sur tous ses produits. Mais il ira encore plus loin. Pour garantir à ses clients qu'il n'y avait aucun intermédiaire entre eux et les produits de ses magasins, il acheta des fermes et des plantations dans le monde entier. Elles porteront toutes son nom. Sa devise, directement du théier à la théière, deviendra fameuse dans le monde entier. Tous ces bouleversements dans la production et dans le marketing des produits signifiaient aussi que l'ère des supermarchés se rapprochait rapidement. Dans ces immenses magasins particulièrement, les industriels furent rapidement confrontés à un problème. Comment singulariser leurs produits au milieu de milliers d'autres? Il fallait porter l'effort sur la promotion et sur la vente des emballages. L'emballage venait d'engendrer la publicité et les techniques de vente. Un bon publicitaire devait pouvoir vous orienter vers un produit, mais il devait aussi pouvoir vous attirer vers des produits dont vous ignoriez totalement l'existence. Et la publicité allait même réussir à promouvoir une culture totalement inconnue du reste du monde. Hawaï, l'endroit le plus romantique de la planète. Voici à Luau, un banquet traditionnel hawaïen, auquel assistent quelques 800 touristes chaque soir. Les costumes, les danses et la cérémonie sont traditionnels. La nourriture l'est aussi. Et tout repas traditionnel hawaïen serait incomplet sans l'ananas. Mais au fait, l'ananas est-il vraiment traditionnel à Hawaï? Jeune homme, Jim Dole rêvait de devenir le roi du fruit en boîte, mais le marché était déjà très occupé. Restait bien l'ananas, mais qui en aurait voulu? On racontait que le fruit avait même été interdit en France par Louis XIV. Le roi Soleil ne l'avait guère apprécié quand on le lui avait servi sans en avoir enlevé la peau. Avec ses piquants, l'ananas était assez peu engageant. La plupart des gens n'en avaient jamais vu de près, ce qui faisait tout à fait l'affaire de Jim Dole. Si personne ne savait à quoi il ressemblait, personne ne savait non plus d'où il venait. Et pourquoi pas le faire venir de l'endroit le plus exotique sur Terre. Traditionnellement, ce fruit venait d'Amérique centrale. Mais dès le début des années 1900, Dole planta des ananas sur toutes les îles d'Hawaï. L'ananas y devint rapidement une des principales ressources économiques locales. La seconde phase de la stratégie de Dole fut de promouvoir le fruit, de lui donner une image. C'était la phase marketing. La publicité vanta la séduction des îles, montrant des Hawaïennes en costume léger serrant le fruit dans leurs bras sur fond de paradis tropical. Le marché de l'ananas n'existait pas. Les gens ne savaient pas ce que c'était. En fait, il leur a appris comment le manger. Il faisait paraître des recettes dans les magazines, montrant comment on pouvait les manger à la cuillère, ou comme une pêche, ou comment le découper. Plein de recettes, de mélanges avec d'autres aliments. Le succès des publicitaires fut complet. Ils avaient su donner une nouvelle image à l'ananas et à Hawaï. Voici Hawaï. Vous dînez sur une terrasse qui surplombe la plage de Waikiki, dégustant des plats qui semblent venir du paradis. Not all pineapple comes from Hawaii. Some comes from Latin America,
Si. Some from the Far East. Ah, so. But the best pineapple comes from Hawaii. Ils essayèrent même de faire de ce fruit piquant un sexe symbole. And Dole pineapple is Hawaii's best. Ce fut le triomphe du marketing. Dans les années 60, l'ananas était devenu extrêmement populaire aux USA. Dole venait de faire la preuve qu'on pouvait vendre aux consommateurs un produit, aussi inhabituel soit-il, pourvu que la publicité et le marketing lui donnent une image suffisamment motivante. L'image valait tous les discours. Difficile de faire plus attirant que des robes de paille sur fond de coucher de soleil. Dans le domaine de l'industrie alimentaire, les techniques de vente et la publicité sont extrêmement sophistiquées et la compétition pour gagner la confiance du client est plus intense que jamais. Dans ce domaine, pour gagner de l'argent, il ne suffit plus d'être malin, il faut être inspiré. Times Square, New York. Qui des grandes compagnies alimentaires voudrait associer son nom et ses affaires à un tel endroit? Et pourtant, coincé à l'angle de la 8e avenue et de la 43e rue, on trouve un glacier qui symbolise un des plus incroyables succès commerciaux de ces 10 dernières années. Une entreprise qui a su gagner la confiance du public en utilisant l'honnêteté comme outil promotionnel. Jerry Greenfield et Ben Cohen sont deux hippies du Vermont qui ont su valoriser l'idée de l'artisanat. Quand Ben et Jerry a commencé, la compétition portait sur les glaces de luxe. Ils véhiculaient des images fortes. Alors on s'est dit que, puisqu'on n'avait pas l'argent suffisant pour créer et promouvoir de telles images, on allait jouer la vérité. Que c'était des glaces faites par Ben et Jerry. Qu'on vivait dans le Vermont, une région connue pour ses vaches et ses prairies. On avait même dit que c'était la première glace de luxe dont le nom était facile à prononcer. Ben et Jerry savent qu'ils doivent aussi se singulariser de la concurrence par le nom de leur parfum, et c'est pourquoi leurs glaces portent des noms très curieux. Chunky Monkey, Chubby Hubby, Double Chocolate Fudge Swirl et plein d'autres noms du même acabit. Leur produit le plus populaire porte le nom légèrement modifié d'une rockstar, Cherry Garcia. C'est la Cherry Garcia. Pour votre information, Cherry veut dire cerise. Mais le marché américain croule sous les glaces et il faut vraiment savoir se démarquer de la concurrence. Ben et Jerry sont devenus extrêmement riches et leur intelligence des affaires est reconnue de tous. Mais nos deux compères n'ont pas pour autant oublié leur culture hippie. Par exemple, où que soit fabriquée leur glace, ils n'utilisent que le lait provenant des fermes de la région et ils font venir leurs noix directement des forêts amazoniennes. Mais surtout, Ben et Jerry sont très solidaires de la collectivité sociale où ils vivent. Ils la soutiennent financièrement et ils ont même établi un programme de formation pour ceux qui le désirent. La plupart de leurs magasins offrent une chance à ceux qui n'en ont plus. Et tout commence ici, dans le Vermont, où l'on apprend d'abord comment servir la bonne ration de glace. En fait, nous avons essayé d'intégrer notre intérêt pour la communauté dans notre entreprise. Parce qu'on pense que les entreprises ont une responsabilité envers la communauté. Et comme par hasard, si on aide la communauté, elle vous aide à son tour.
Ici, à New York, le magasin travaille de concert avec un organisme qui veut redonner vie au quartier. Tous ceux qui travaillent ici ont un passé de sans-abri, d'alcoolisme, de drogue ou de maladie mentale. Existe-t-il une meilleure stratégie commerciale que de dire à vos clients que par leur achat, ils aident leur communauté? L'approche alternative de Ben et Jerry est sans doute beaucoup plus qu'une goutte d'eau dans l'océan, car à l'aube du XXIe siècle, l'exigence d'honnêteté des pionniers de Rochdale a bien souffert de la nécessité de dominer le marché. Une honnêteté auquel les consommateurs semblent donner de plus en plus d'importance. Ici, à Rochdale, les visiteurs japonais finissent leur pèlerinage par une visite sur la tombe du premier épicier de la coop, Samuel Ashworth. Et l'homme qui ne disait pas deux mots n'a pas fini de se retourner dans sa tombe.